Le lieutenant-colonel Daniel L. Davis anime le Daniel Davis Deep Dive, que je suis très souvent. Pas forcément toujours dans son intégralité, même si cela arrive assez souvent, mais les extraits de cette émission comptent parmi les meilleures analyses politico-militaires qu'on puisse trouver sur Internet. Malheureusement, nos chemins ne se croisent pas en personne, même si j'aimerais beaucoup lui serrer la main. Lieutenant-colonel, merci encore beaucoup de vous joindre à nous. Je m'attendais à ce que nous nous retrouvions virtuellement ce soir, au cœur du tumulte d'une nouvelle phase de la guerre, mais elle a été annulée. Pourquoi, selon vous? J'en suis reconnaissant. Je suis content que nous en arrivions là, dans ces circonstances, plutôt que dans l'autre scénario, parce que ce serait catastrophique pour l'ensemble de l'économie mondiale pendant très longtemps. Nous ne sommes pas encore tirés d'affaire, mais d'après tous les échos que je peux avoir de certaines personnes qui ont un accès assez direct à l'administration, et d'après d'autres éléments visibles publiquement, Mohammed Ben Salman, d'Arabie Saoudite, aurait apparemment passé un savon au président Trump. Et apparemment, il essayait de lui dire « Écoutez, ne lancez pas cette attaque parce que premièrement, elle ne marchera pas. Elle ne mettra pas l'Iran à genoux. » Si vous n'avez pas pu le faire pendant les 40 premiers jours, si vous n'avez pas pu le faire durant les 2 mois du blocus, si vous n'avez pas pu le faire pendant la mini-attaque de 13 jours, vous n'allez certainement pas pouvoir le faire aujourd'hui. Mais celle-ci allait déclencher une riposte importante, directement contre l'Arabie Saoudite, contre le Qatar, contre le Koweït, Bahreïn. Tous les pays du CCG allaient essuyer des frappes si Trump s'en prenait aux infrastructures énergétiques du côté iranien. Et ils sont allés jusqu'à publier une liste de cibles et à dire « voilà ce que nous allons viser ». Et on me dit, de la part de certaines personnes du côté iranien, que cela leur a été communiqué très clairement au niveau diplomatique. Ils étaient sérieux, ils allaient frapper. Nous voyons maintenant que les Iraniens ont démontré de façon concluante que quand ils tirent sur quelque chose, ils l'atteignent. Ils l'atteignent avec une précision extrême. Et même nos meilleures défenses aériennes n'ont aucun effet contre ça. Donc si le président Trump avait attaqué, ces pays, l'Arabie Saoudite notamment, auraient été sans aide et sans défense face aux missiles entrants. Cela aurait eu, pendant des années, des conséquences sur leur capacité de production pétrolière et donc sur l'approvisionnement mondial en pétrole. Et apparemment, cela suffit. C'est ce qui a fait pencher la balance, au point que le président Trump a finalement dit « D'accord, nous allons dire que nous arrêtons ça ici. Nous n'irons pas plus loin. » Mais ça s'ajoutait à cette raison-là. Je dis s'ajoutait parce que c'était seulement cette semaine. Le commandant du commandement européen des États-Unis, le général Greenwich, a déclaré « Je n'ai pas suffisamment de moyens navals dans la région pour protéger à la fois l'Amérique et Israël. Et il va me falloir davantage de moyens navals, ne serait-ce que pour assurer la première de ces missions face à une attaque aérienne. » Et en plus de ça, il y a une semaine, selon des informations rapportées, le vice-président et le président des chefs d'état-major interarmés ont dit au président Trump que nos missiles intercepteurs basés au sol, comme nos missiles offensifs, étaient tous deux en si faible quantité que viser cette cible, ce qui n'aurait pas réussi, n'aurait fait qu'épuiser davantage nos ressources. Et tout cela, apparemment, a conduit le président Trump, au moins pour le moment, à dire « Bon, je vais faire comme s'il y avait des négociations en cours. » Ou je ne sais plus exactement ce qu'il a dit, mais il ne va pas attaquer. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais nous en étions au même point le week-end dernier aussi, George, et puis il a recommencé cette semaine. Donc il va se heurter au même vent contraire, parce que beaucoup de gens veulent qu'il fasse pression très fort et qu'il attaque, quel qu'en soit le prix.
et ils vont de nouveau faire pression sur lui cette semaine. Alors, qui sait si d'ici le week-end prochain, nous serons encore au même point qu'aujourd'hui. Who knows by next weekend if we're in the same place we are now. Vous avez raison, il faut se garder de toute euphorie. Mais j'en profite, au moins pour une nuit, pour célébrer l'absence de guerre contre l'Iran, l'absence de guerre dans le Golfe. Mais vous avez raison. Ça peut reprendre dès lundi, mardi ou mercredi. Peut-être que ça dépend des cours de bourse. Peut-être que ça dépend des prix du pétrole. Mais une chose est claire, et vous êtes un militaire de tout premier ordre, d'un grade élevé. Le haut commandement militaire doit savoir, même si les politiques ne le savent pas, qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On ne peut pas faire la guerre à un adversaire redoutable sans s'attendre à ce qu'il riposte. Et s'il riposte, vous n'avez aucun moyen de l'intercepter. Votre capacité d'interception est gravement dégradée. Vos bases dans la région ont soit été gravement dégradées, soit carrément abandonnées. L'inventaire militaire des États-Unis est de toute évidence gravement appauvri. Alors je suis un homme politique, pas un militaire. Mais si j'avais donné à quelqu'un un budget de 1000 milliards de dollars et qu'il venait me dire « Monsieur, ce budget de 1000 milliards que vous nous avez donné n'a pas suffi et je n'ai pas les moyens de fournir ce que vous me demandez », je lui demanderais pourquoi, au minimum, en y mettant tout un tas d'injures autour. Où est passé tout cet argent si les États-Unis sont aussi impuissants qu'ils semblent l'être? Écoutez, c'est la meilleure question à poser. Et il y a une réponse. Cette réponse, c'est que nous avons investi cet argent au mauvais endroit, au mauvais moment, dans les munitions. Oui, nous avons besoin de capacités de frappe à longue portée. Nous avons besoin de capacités d'interception. Cela ne fait aucun doute dans la guerre actuelle. Et évidemment, il faut aussi des capacités de drone et de lutte anti-drone. Ce sont des capacités essentielles si l'on veut combattre dans une guerre moderne. Mais voilà le problème. Et il est vraiment démontré, mis en lumière, des deux côtés de cette ligne, par les approches différentes. L'Iran a vu cette guerre venir depuis des décennies. Il a donc commencé à développer des capacités souterraines, ces villes de missiles dont tout le monde a probablement entendu parler maintenant, pas seulement le mont Pickaxe, mais aussi le mont Yazd, et environ 28 ou 30 autres, dispersés dans tout le pays. Cela leur a permis, sous des montagnes de granit, de résister à n'importe quelle offensive, et je dis bien n'importe laquelle, avec les missiles que nous avons, les JASSM, les missiles de croisière Tomahawk, les Attack-MS, les Pomer, et j'en passe. Toutes sortes de PSM, etc. Toutes sortes. Rien de ce que nous avons ne peut pénétrer une montagne de granit. Rien. Ils ont donc installé leurs infrastructures sous terre, là où elles étaient hors de portée de nos missiles. Donc, peu importe ce que nous détruisons à la surface, et peu importe combien de ces rampes de sortie nous pouvons frapper, même sur les montagnes, tout cela peut généralement être réparé en quelques heures. Ils savent donc qu'ils peuvent résister à tout ce que nous pouvons leur envoyer. Pendant ce temps, leurs installations de production se trouvent elles aussi sous cette montagne. Et ils ont choisi d'y fabriquer leurs missiles à longue portée. En fait, tous leurs missiles balistiques, leurs drones et tout le reste. Des équipements moins coûteux qui peuvent être produits rapidement. Ils peuvent donc fabriquer plus vite un missile, certains de leurs missiles qui ont frappé nos défenses aériennes et les ont pénétrés. En quelques semaines. Il leur faut quelques semaines, et pour certains, 2 ou 3 mois. Les nôtres, en revanche, prennent 2 ou 3 ans, parce qu'ils sont tellement sophistiqués. En gros, ils doivent être fabriqués à la main, un par un. On ne peut pas les produire en usine. Donc tous les missiles que nous tirons vraiment depuis 2023, que nous donnons à Israël, ou depuis 2022, que nous donnons à l'Ukraine, puis ceux que nous avons utilisés ici, à la fois en mer Rouge et en Iran même,
On ne peut pas les remplacer dans un délai qui ait le moindre sens. Une fois qu'on les a utilisés, les stocks diminuent alors qu'ils représentent des milliers de milliards de dollars, parce que ces missiles coûtent chacun plusieurs millions de dollars. Et les missiles iraniens, eux, coûtent environ 1/5 à 1/10 du prix. Ils coûtent donc bien moins cher. Ils peuvent les fabriquer beaucoup plus vite. Donc, dans une guerre qui s'éternise, ça donne tous les avantages au camp qui a beaucoup moins d'argent, parce qu'il a été plus intelligent dans sa façon de dépenser son argent. Nous, ce qui nous importait, c'était de mettre de l'argent dans les poches des entreprises de défense. C'était l'objectif principal. Et sur le papier, ça a l'air impressionnant d'avoir ces Tomahawks, ces JASSM, ces intercepteurs THAAD et tout le reste. Mais, quand un seul intercepteur THAAD coûte dans les 12 millions de dollars, et que même les missiles offensifs sont aussi chers et prennent autant de temps à fabriquer, vous affaiblissez littéralement votre propre défense nationale en dépensant davantage. C'est absurde, mais c'était prévisible. Incroyable, vraiment. Vous avez évoqué l'Ukraine, monsieur. Que signifie cet échec en Iran pour l'Ukraine? Cela pourrait signifier, et certains signes vont dans ce sens, que Rubio a indiqué hier qu'il s'attendait à de nouvelles initiatives pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Trump lui-même a déclaré, dans des propos que j'ai vus hier, qu'il avait dit à Zelensky de finir cette guerre. Je vous vois sourire parce que je sais que nous avons déjà abordé ce sujet tant de fois. Mais il ne l'a pas fait en 24 heures, ni en 48 heures, ni en un an. Finira-t-il enfin par y parvenir, par mettre fin à la guerre par procuration américaine contre la Russie? Il aurait pu le faire en 24 heures. Ou au moins, il aurait pu enclencher le processus dans les 24 heures suivant son investiture. Il aurait pu dire « Très bien, c'est terminé. Notre soutien à cette guerre va prendre fin. Je vais vous donner un certain délai pour négocier le meilleur accord possible. Ensuite, notre soutien commencera à être réduit à 0. Et si vous voulez continuer, c'est votre droit naturel. Vous pouvez le faire en tant que pays indépendant, mais sans notre aide. » Et ils n'auraient pas eu le choix. Ils auraient fait tout ce qui était nécessaire pour conclure un accord avec la Russie. Mais nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons imposé aucune contrainte. Nous avons beaucoup parlé, dit que nous allions mettre fin à certaines choses. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons pris aucune mesure, puis nous avons tout simplement cessé d'essayer. Vous avez mentionné que le secrétaire Rubio était aujourd'hui à la télévision américaine, en train de dire que, oui, nous cherchons un règlement négocié, blablabla. C'est le même Marco Rubio qui, le 3 juin, donc il y a 2 mois, a déclaré sous serment, lors d'une audition au Sénat, « Nous avons choisi un camp, et le camp que nous avons choisi, c'est l'Ukraine. Nous aidons l'Ukraine, nous sanctionnons la Russie. Donc nous ne sommes pas des médiateurs, nous ne sommes pas neutres. » Et aujourd'hui, il essaye de dire que nous sommes neutres, que nous sommes des médiateurs. Ce type est psychotique. Enfin, le Marco Rubio qu'il faut écouter dépend du jour de la semaine, et peut-être même de l'heure de la journée. Mais c'est bien tout le problème auquel nous sommes confrontés. Le président ne pense pas un mot de ce qu'il dit. Pas un seul mot. Parce qu'aujourd'hui, il dira simplement ce qu'il veut, et il ne semble pas se préoccuper des conséquences. Le secrétaire d'État est pareil. Cela a gravement sapé, et je dirais même fait s'effondrer la réputation des États-Unis. Personne, ni nos amis, ni nos adversaires, ne croit un mot de ce que nous disons. Et ils ne le peuvent pas, parce qu'avec des choses comme celle-ci, nous nous assurons que personne ne peut nous croire, puisque notre parole ne vaut rien. C'est une situation dangereuse, et cela va compromettre notre propre sécurité nationale. Cela va mettre en danger nos amis et nos alliés partout dans le monde, et accroître partout le risque de guerre.
Eh bien, à peine la guerre contre l'Iran avait-elle été suspendue pour la nuit, qu'il a publié une image de lui regardant par-dessus la montagne vers le Groenland. Il a placé le Groenland sous la menace à l'encontre du Danemark, votre allié de longue date. Il a relancé la menace contre le Danemark au sujet du Groenland. Il relance la rhétorique de prise de contrôle de l'État contre le Canada. Et bien sûr, beaucoup de gens avisés pensent qu'il a été profondément impliqué dans la provocation contre l'Espagne sur le théâtre africain, cette semaine même. C'est quelqu'un d'imprudent, n'est-ce pas? Vous n'avez même pas mentionné Cuba. Apparemment, c'est quelque chose que nous envisageons aussi là-bas, potentiellement, et avec le recours à l'action militaire. C'est complètement insensé. Ça n'a aucun sens. Et puis, il faut aussi regarder ce qui se passe à Gaza. Là encore, le président Trump a fait cette grande annonce, je crois que c'était vendredi. Le Conseil de la paix aurait obtenu ce formidable accord qui allait permettre le désarmement du Hamas et apporter la paix dans la région pour 1000 ans. Enfin, peu importe ce qu'il a dit. Et le lendemain matin, Israël attaque la bande de Gaza. Israël dit: nous n'avons accepté quoi que ce soit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc encore une fois, on revient au fait que sa parole ne veut rien dire. Qui va prendre tout ce qu'il dit au pied de la lettre, à part les militaires? Cela dit, il faut quand même prendre en compte ce qu'il pourrait faire. On ne peut pas simplement se dire « Oh, toutes ces histoires sur le Groenland ne veulent rien dire. Toutes ces histoires sur le Mexique, sur le fait d'y intervenir, ne veulent rien dire. Cuba ne veut rien dire, parce qu'il peut le faire. Il a déjà fait ce genre de choses. Il est entré 2 fois en guerre contre l'Iran, malgré l'avis de la communauté du renseignement, malgré l'avis des experts militaires, et ainsi de suite. Donc oui, il engage des actions militaires quand ça n'a aucun sens. D'un côté, on ne peut rien croire de ce qu'il dit. Mais de l'autre, quand il dit ce genre de choses, on ne peut pas écarter l'idée qu'il puisse vraiment le faire. Incroyable. Bon, écoutez, il faut que ça change. Je pense que là-dessus, on peut tous être d'accord. Et j'ai cru entrevoir ce changement autour de cette table, présidée par mon ami Tucker Carlson, avec certains des meilleurs dirigeants politiques d'Amérique assis autour. Et j'ai vu que vous aviez eu la même image et la même pensée. L'Amérique, le monde, ne serait-il pas différent si ces gens étaient aux commandes, plutôt que le parti unique, les 2 fesses du même derrière? Quelles sont les chances que Tucker Carlson et les autres aient un impact? Oui, je vais vous dire, je suis en fait là en ce moment même. Vous avez sans doute remarqué ce décor un peu inhabituel. Je suis à la conférence du 1776 Law Center à Chattanooga, dans le Tennessee, où toutes sortes de gens venus de tout le pays se sont réunis. Beaucoup d'entre eux sont, disons, des sondeurs qui conseillent réellement le président Trump, qui lui disent qu'un changement arrive et que toute la question d'un 3e parti était au premier plan. Il y a beaucoup de sujets de politique étrangère, mais nous parlions aussi de cette question d'un 3e parti. Et le sondeur Rich Barry a dit, écoutez, ces données sont sans équivoque. Pour la première fois de notre vivant, enfin du moins de mon vivant, il y a une véritable demande de la part des gens pour qu'il y ait un 3e parti. Ce qui les a en quelque sorte freinés, c'est qu'il n'y avait pas de véhicule politique viable pour se lancer. Beaucoup de candidats de partis tiers étaient au fond des gens qui n'avaient pas réussi à s'imposer, ni chez les démocrates, ni chez les républicains. Mais maintenant, comme vous l'avez souligné avec cette photo, quand on parle de Tucker Carlson, de Joe Kent, de MTG, peut-être du représentant Thomas Massie, et de quelques autres, on parle de gens qui ont désormais un certain poids. Et ils veulent précisément rejeter à la fois le Parti républicain et le Parti démocrate, parce qu'ils en ont assez, vraiment assez,
de l'échec commun de ces deux camps. Peu importe qui contrôle la Chambre des représentants, le Sénat ou la Maison-Blanche, ils sont tous également incapables de diriger notre pays. Alors les gens sont désespérés de voir émerger quelque chose de nouveau. Et moi, je soutiens pleinement ce que ces gens font et j'espère vraiment que ça ira quelque part. What these guys are doing and hope it really goes somewhere.